Précédemment dans Superstream. Le mois dernier, l'équipe de Superstream était repartie dans les années 2000 pour parler du reboot de Malcolm, une suite qui nous a quand même beaucoup déçus, même si on a eu plaisir à retrouver les acteurs et les personnages. Alors ce mois-ci, on aurait pu sortir nos maillots et nos chaussures à crampons. Superstream saison 2, épisode 9, c'est maintenant. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Superstream. Alors comme vous allez pouvoir le voir et l'entendre, c'est un épisode un petit peu spécial qu'on aurait pu appeler Laurence et les garçons. Le sujet du jour a effectivement beaucoup intéressé les journalistes masculins de la rédaction de Télé Loisirs. J'accueille donc avec plaisir Marc Arlin, comme d'habitude. Salut Laurence. Et puis de nouveaux visages, Gaspard Lafont, qui n'a jamais fait d'épisode, c'est la première fois. Non, effectivement, première fois. Léo Guiguen. Salut Laurence. Et Thomas Fourcroy. Salut. Bienvenue à tous les quatre. Et oui, dans un mois, ce sera le début de la Coupe du Monde 2026, la Coupe du Monde de foot qui va démarrer aux États-Unis. Alors, si l'équipe de France de Didier Deschamps fait partie, bien entendu, des grandes favorites pour le titre du mondial, Netflix a décidé de nous replonger 16 ans en arrière, dans une époque qui était quand même beaucoup moins glorieuse pour le football tricolore. Je parle bien sûr de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud et cette fameuse grève de l'entraînement à Nice Now. Ça s'appelle Le bus, les Bleus en grève. C'est un documentaire sorti ce mercredi 13 mai sur Netflix. On va donc demander à nos experts ici présents ce qu'ils ont pensé du programme. Alors, dans cette série documentaire, on retrouve Raymond Domenech, Patrice Evra, qui était le capitaine de l'équipe de France en 2010, mais aussi Estelle Denis, Roselyne Bachelot ou encore William Gallas. Alors, est-ce qu'on a droit à de vraies révélations dans ce documentaire ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu un pétard mouillé ? Vous allez prendre vos petites ardoises pour commencer et me donner une note sur 10. Et oui, je vous fais travailler Et un on va à petit peu. l'école un peu. Ah ouais, Le tableau, quoi, comme c'est ça. les footballeurs, finalement. Alors, une note sur 10 pour noter le documentaire de Netflix, Le bus, les Bleus en grève. Gaspard, il avait déjà sa note de prévu. Oui. Ok. Allez, eh bien Gaspard, puisque c'est ta première fois dans Superstream, à toi l'honneur. Moi, j'ai décidé de mettre la note de 8 sur 10. Alors, Bonne note. une bonne note parce que quand j'étais en 2010, du coup, j'avais que 8 ans. Donc, T'es vraiment obligé de préciser, Aïe. merci. Oui, mais ça va être important pour la suite de ce que je veux dire, c'est que j'avais pas le recul nécessaire pour, par rapport à toute cette affaire-là. Donc, de voir ce documentaire, ça m'a permis un peu de replonger en 2010 de ce qui s'est passé, de la déroute totale de l'équipe de France. Donc, je trouve que c'était un documentaire assez intéressant, notamment avec les révélations de Patrice Evra. Donc, c'est pour ça que je donne cette note-là de 8 sur 10. Ok. Alors Léo, Moi, j'ai mis 6 sur 10. pourquoi ? 6 sur 10, je suis assez d'accord avec Gaspard. En fait, c'est aussi important de voir d'où on vient. C'est-à-dire qu'on est un peu exigeant avec l'équipe de France en ce moment. Il n'y a pas si longtemps que ça. On allait au mondial juste pour ne pas être ridicule. Là, on est favori, comme tu l'as dit. On n'a pas appris énormément de choses. En tout cas, moi, j'ai pas appris énormément de choses dans ce documentaire. Peut-être que le grand public découvrira plus de choses. Les intervenants étaient pertinents. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais Oui, on Raymond va revenir Domenech, dans le détail. ça a été dur. C'est compliqué ce qu'il a dit. Marc, on continue le tour de table. Et bah, du coup, moi, je suis pile entre les deux. J'ai mis 7 sur 10. En fait, je trouve que le doc est quand même très intéressant, très bien foutu, très efficace, très Netflix. Mais il m'a manqué, on en reparlera après, il m'a manqué un petit peu plus. Je trouve qu'en 1h20, on ne fait pas vraiment le tour de la question. Et du coup, j'ai un petit goût de manque, quoi, en me disant j'aurais bien voulu voir plus de choses. Mais après, pour le reste, c'est quand même très intéressant. Et il y a quelques moments quand même très forts qui font que ça reste un doc hautement recommandable. Et alors, on finit sur Thomas. Est-ce qu'on continue sur une bonne note ? Alors, la meilleure note, sans doute, Ah. 8,5. Ok. Voilà. Ok. Alors, pour le coup, j'ai appris quelques petits trucs. Je pensais vraiment tout connaître. J'ai appris quelques petits trucs. Je pense que c'est très important. Enfin, l'objet du documentaire, c'est vraiment de détricoter tout ce qui a été dit. Donc, en gros, j'étais un peu plus vieux que toi, Gaspard, Légèrement. au moment de la Coupe du Monde 2010. Et à l'époque, il faut se souvenir que quand on défendait les Bleus, on passait aussi pour une racaille. Alors, pas millionnaire, c'est pas encore le cas, je vous préviens. Mais on passait aussi pour un guignol aux yeux de tout le monde. Je pense que ça nous réhabilite un peu aussi. Ok. Alors, concrètement, c'est quoi pour vous les points forts du documentaire ?
Moi, je dirais que c'est les témoignages de Domenech et de Evra. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment polarisé autour de eux deux. Et Domenech joue très bien son rôle de bad guy, provocateur, voilà, qui en même temps laisse aussi apparaître ses contradictions. C'est quand même un personnage assez intéressant, assez complexe. Et Evra, je pense, en sort plutôt grandi. C'est-à-dire qu'en gros, on l'a un peu pris comme un rigolo, etc. Et je trouve qu'il fait preuve d'une sensibilité plutôt intéressante. Pour moi, c'est vraiment ça le plus fort. Le point central du doc, c'est cette espèce de relation hyper complexe entre eux deux, entre deux personnalités qui sont elles-mêmes difficiles à des fois à cerner, quoi. Alors Thomas, tu as dit que tu avais appris quelques petites choses, mais pas grand-chose. Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qu'on apprend véritablement ? Ça se joue avec Raymond Domenech. C'est au sujet de la révélation de son journal intime de 350 pages tenu pendant les années noires des Bleus. Donc de 2008 à 2010, quand il n'y avait pas beaucoup de résultats et quand il y a une pression accrue autour de lui. Et on se rend compte qu'en fait, cette pression, il n'arrive pas à la gérer. Et il fait, à mes yeux, absolument n'importe quoi, mais il l'explicite aussi. Alors, il y a le coup des signes astrologiques. Ouais. Il y a le coup des insultes. Il insulte ses joueurs, ses propres joueurs, qui sélectionne. Donc le fait d'être plongé comme ça avec lui, on arrive à mieux le comprendre et en même temps il nous perd aussi. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, quoi, cet inside. C'était à double tranchant quand même d'accepter de participer à ce documentaire, non, pour lui ? Il n'a plus grand-chose à perdre, Raymond Domenech maintenant. Son image, de toute façon, elle a déjà été détériorée depuis 2010. Là, on lui donne une chance de s'expliquer. Alors, Thomas, t'as raison, on a envie de le pardonner, on a envie de le comprendre. Estelle Denis aide justement à le rendre plus humain. Mais dans tout ce que Raymond Domenech dit au cours de ce documentaire, on a l'impression qu'il n'est pas passé à autre chose, qu'il continue de nous enfumer, qu'il n'accepte pas ses torts, qu'il n'accepte pas qu'il y a eu des erreurs à Knaïsna. Il remet encore la faute sur les autres, comme il avait fait dès 2010. On le voit avec l'histoire de Nicolas Anelka. On lui demande pourquoi est-ce qu'il n'a jamais démenti. Lui, il s'en fout. Il dit mentir ou démentir, c'est pas grave. C'était vraiment se sauver lui. Et puis encore une fois, il est venu, je trouve, pour se sauver lui, au détriment de l'équipe de France. Mais il aime le fait d'être incompris. Je pense qu'au fond, pour parler un peu vulgairement, mais je pense qu'il kiffe ça. Il y a un côté où... C'est une posture aussi. Ouais, c'est une posture. Et il y a un moment, je l'explique pas parce que c'est moi le boss. Voilà. Là, j'ai décidé, Gourcuff ne jouera pas. Il explique pas pourquoi. Mais il dit, voilà, c'est moi qui décide. Bon, pourquoi ? Peut-être qu'on saura jamais. Gaspard, alors, qu'est-ce Mais il y a beaucoup de choses que Marc, Thomas et Léo ont abordées qui sont très intéressantes. Moi, je trouve que c'est notamment le témoignage de Patrice Evra, parce qu'il avait même le rôle de capitaine, en fait, et c'est quelque chose qui était très important pour lui, qui voulait montrer. Il avait le statut de meilleur latéral gauche à ce moment-là. Il sortait de 2 saisons auparavant avec United, une saison extraordinaire. Donc, il avait ce statut-là, et la mésentente, en fait, avec Domenech, due au fait qu'il leur renvoie Anelka en France. Est-ce que les insultes qui ont été proférées, qui ont fait la une de l'équipe aussi, ça je trouve que c'est aussi un moment important dans le documentaire, quand il y a l'équipe qui décide de faire cette une sans avoir la certitude à 100% que Anelka aurait dit ses propos à Domenech. Donc je trouve que ça laisse encore planer le doute, c'est ça qui est intéressant aussi à aborder dans ce documentaire. Et parmi les choses qui vous manquaient, je crois que c'est toi Marc qui disais il y a des choses qui t'ont manqué, qu'est-ce que c'était ? Alors déjà il y a les absents. Dans les gens qu'on aurait aimé entendre en témoignage, notamment Johan Gourcuff, Franck Ribéry, et puis évidemment Nicolas Anelka aussi, qui aurait pu donner sa version. Et aussi ce qui m'a manqué, mais ça c'est dû au format, c'est qu'en fait on aurait pu aller plus loin sur certains aspects, notamment tout ce qui s'est passé en termes politiques, par rapport à Roselyne Bachelot, qui elle, pour le coup, intervient dans le documentaire. Mais je trouve qu'on aurait pu encore plus approfondir tout ce qui s'est passé là-dessus. En fait, moi, j'avais presque oublié à quel point ça avait été un trauma presque national, et que ça avait vraiment touché des sphères incroyables. Dans le documentaire, Roselyne Bachelot dit que c'est Nicolas Sarkozy qui l'appelle et qui lui dit, écoute, là, faut que tu ailles voir, faut que tu ailles en Afrique du Sud parce que là, c'est le bordel. Voilà. Donc moi, je sais qu'on a pas mal parlé avec Thomas. Moi, j'aurais bien aimé que il y a encore plus de choses, qu'on aille encore plus loin. Voilà, c'est ça. Et Thomas, si je me trompe pas, tu as interviewé Johan Zerbi, qui est l'un des producteurs exécutifs du doc. Est-ce qu'il t'a dit si justement les absents que vient d'évoquer Marc, il avait essayé de les contacter pour leur demander de participer ? Est-ce qu'ils ont refusé ?
Alors, tous ceux qu'on ne voit pas dans le doc, c'est très simple, ils ont tous refusé. Je sais qu'ils ont particulièrement poussé pour une personne, c'est Franck Ribéry, parce que c'est peut-être un des seuls, bon, avec Patrice Evra à l'époque, à s'exprimer librement, parce que il faut se mettre dans la tête qu'à l'époque, aucun joueur n'avait droit à la parole. Ils étaient tous sélectionnés en amont, etc., par le sélectionneur, et entre eux déjà le dialogue était rompu ou presque rompu, en tout cas après l'affaire Anelka. On se rappelle de Ribéry qui débarque dans Téléfoot sans être prévu. Il est accompagné par le chef de presse des Bleus, François Mardeau, qui sent qu'il peut y aller avec son cœur, quoi. Un discours pas préparé, alors tout le monde s'est moqué parce qu'il était en claquettes chaussettes, etc. Mais pour le coup, ces mots ont vraiment du sens. Si on les regarde a posteriori, on se dit, mais en fait, c'est lui qui avait raison. Et paradoxalement, il n'est pas dans le documentaire, tout simplement parce qu'il n'a pas voulu y participer. Pourtant, je sais qu'ils ont beaucoup poussé. Et est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques petits éléments de coulisses de la manière dont ils ont fait le documentaire Alors, ça a duré 2 ans et demi. Un projet très secret parce qu'apparemment, il y a beaucoup de productions qui souhaitaient faire un doc, notamment les streamers. Donc, un projet très secret. Et aussi beaucoup de mal à convaincre les intervenants. Ils ont passé beaucoup de temps là-dessus et alors moi ce que je me suis pas imaginé, mais les plus durs à convaincre ça a été les journalistes de l'équipe. Pour le coup, comme tu le disais, Gaspard, qui partage les coulisses de la une. Comment ça se fait que de tels mots arrivent en une comme un vulgaire tabloïd britannique, ce qui arrive généralement pas et encore moins avec l'équipe. Donc voilà, on va dire un gros travail de préparation, une volonté aussi de peut-être concentrer tous les éléments dans un doc assez court, assez impactant. Léo. En fait, ça montre encore que c'est très très nébuleux. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas voulu parler. On nous vend un documentaire qui fait des révélations. Alors, il était très bien, c'est très divertissant. Effectivement, moi, j'aurais bien aimé entendre... On parle beaucoup de Yoann Gourcuff, mais il y avait plein d'autres joueurs, Anthony Réveillère, André-Pierre Gignac, ou même Sidney Govou. On aurait bien aimé avoir leur point de vue. J'ai du mal à croire que tous étaient pour cette grève, mais la majorité l'emporte à chaque fois. J'aurais bien aimé entendre ces joueurs qu'on oublie, qui ont sûrement des choses très intéressantes à raconter, sans forcément parler de Yoann Gourcuff, qui a catalysé beaucoup de critiques à l'époque. Donc ouais, il y a encore beaucoup de zones d'ombre autour de Doc Neisner, qui restent à éclaircir et qui le seront, j'espère, un jour. Alors une question qui me vient en vous écoutant parler, c'est pas un secret, j'y connais rien en foot. Est-ce que c'est un documentaire qui peut me plaire si justement le foot ça ne m'intéresse pas? Est-ce que c'est accessible justement aux néophytes ou est-ce que c'est vraiment fait pour les passionnés de foot? Gaspard. Moi, je pense que si tu as suivi un minimum la Coupe du Monde 2010, de loin, que tu sois fan de foot ou pas, tu as forcément entendu parler de ce problème-là, de ce qu'il y a eu, de la déroute déjà de l'Euro 2008, ensuite l'enchaînement avec la Coupe du Monde 2010, où justement, où tu parles de la grève, et que c'est un phénomène plus social que vraiment sportif, je pense que ça peut parler à tout le monde. Je rejoins juste le fait que ça aurait été peut-être mieux de le découper en plusieurs épisodes et non pas d'un gros morceau directement compact, peut-être d'aborder en 3 épisodes un thème là, un thème là, un thème là. Mais après, tu vas pas comprendre peut-être tous les détails qui vont être abordés dans le documentaire, mais ça reste quand même plutôt simple à comprendre pour vraiment savoir ce qui s'est vraiment passé durant cette Coupe du Monde. Et c'est un doc en plus à visée internationale. Ouais. C'est Netflix, hein. Donc en fait, tout le début du doc est quand même aussi dans la recontextualisation de ce qui s'est passé, etc. Ce que nous, on n'a pas forcément besoin, mais c'est vrai que du coup, ça fait encore un peu de temps, on va dire, rogner dans le doc, où tu dis, bon, ok, ils nous refont tout, etc. Mais c'est normal. C'est un peu la patte Netflix. C'est la patte Netflix. Il faut qu'on vende ce doc à plein de monde partout dans le monde entier. Et même si les gens connaissent l'équipe de France, peut-être ils sont moins au courant de ce qui s'est passé que nous. Donc voilà, donc il y a aussi ça, mais c'est aussi ça qui fait l'intérêt du doc, c'est que c'est un doc vraiment, c'est pas un doc France Télé ou c'est pas un doc Canal qui aurait été probablement fait autrement. C'est un doc Netflix, donc avec aussi un espèce de code, voire cahier des charges qui est en général assez précis. Ok. Alors, c'est sûr que ce documentaire, on va en entendre parler, mais c'est pas le seul à visionner en ce moment sur les plateformes de streaming. Pour les amateurs de sport, on entre dans une période chargée en sport, donc forcément, les plateformes ont sorti ce qu'il fallait. C'est sorti il y a quelques semaines sur Netflix également, la mini-série Ronaldinho, le seul et l'unique, qui revient sur le destin de l'ancien joueur du PSG et du Barça, Ballon d'Or 2005 et champion du monde 2002 avec le Brésil. Gaspard, tu me dis si je me trompe. Tu connais bien, Laurence. Ah, oui. Bravo, Laurence. Vous voyez, elle fait ça sans tu me surprends. votre avis, je crois que Gaspard, tu l'as vu. Je l'ai vu, effectivement. Merci Marc de m'avoir mis sur le dossier pour le visionner et en faire des articles.
Documentaire en 3 épisodes sur la légende, l'icône de la Seleção, Ronaldinho. Vraiment, je trouvais que c'était un très bon documentaire. Voilà, ça m'apprenait un peu sur un joueur que j'ai vu de loin jouer parce que c'est pas ma génération complète, mais c'est un joueur qui a révolutionné le football et vraiment de voir un peu comment il a évolué dans le football, sa vie d'après, sa vie d'avant, etc., son enfance, ça en apprend plus forcément quand pour le jeune public qui est fan de football et qui n'a pas pu découvrir un peu qui est cette légende-là. Donc je trouve que c'est vraiment une réussite. Il y en a d'autres qui l'ont vu autour de la table? Alors, moi, j'ai juste quelques questions à te poser justement Non, là-dessus. Ouh là là, ça va se transformer en débat de l'équipe. Est-ce qu'on en apprend plus, par exemple, sur ces soirées à Barcelone, C'est sûr soirées qu'il fallait hors parler de match ça. hein. Alors, il y avait les révélations avec Luis Fernandez, notamment au PSG, qui expliquait un peu la mésentente qu'il y avait eu avec ce mec-là. Oui, donc ça nous l'apprend pas. Voilà, ça on l'a. presque Soir à tous les Barcelone, soirs, tu t'en doutes, c'est un peu abordé, mais très légèrement. Très légèrement. Faut Et pas, après, par exemple, ces engagements politiques au Brésil, par Non, exemple. ça, c'est non pas plus. trop. Ça, il y a Ok. il y a la controverse au Paraguay quand il a des faux passeports, mais Ouais. de ses soutiens à Bolsonaro, non, c'est pas évoqué. Ok. On sait pourquoi pour les faux passeports, non? Alors, il explique sa version des faits, Ouais. donc forcément, t'as envie d'y croire. Après, on n'a Oui, pas ça. toutes les coulisses non plus, si c'est vrai ou si c'est faux. C'est un doc produit. Ça reste Netflix, voilà, comme vous l'avez puis, dit. avec Ronaldinho Voilà. dedans. Oui, voilà, qui ça est- dépend s'il est partie Voilà. prenante. Il est partie Voilà, prenante. c'est ça. donc, Oui, dans Parce tous les qu'il y doc avait, sport, tu vois pas les zones d'eau. Moi, Beckham, tu vois, il y a Alors, rien. Justement, je suis pas d'accord. Dernièrement, il y a eu une sorte de mode lancée par Anelka, justement. À l'époque, le cas Anelka, on a eu la même chose avec Benzema. Ensuite, on a eu Neymar, si je me trompe pas. Et là, maintenant, Ronaldinho. Donc maintenant, on fait avec les anciennes gloires. Alors, j'adore Ronaldinho, le joueur. Le reste, bon, ça me regarde. Mais disons que on fait une mini-série en 3 épisodes, si je me trompe pas, chacun d'1 heure. Très bien. Il y a beaucoup à dire sur le côté footballistique, sur le reste aussi. Mais en fait, on enlève tout ce qui fait le sel du joueur. Ce qui fait le sel du joueur, c'est d'arriver à gagner un ballon d'or en sortant quasiment tous les soirs. J'exagère même pas. Non, mais c'est vrai, t'exagères Voilà. pas. Non, c'est vrai. Et enlever ça du personnage, bon, au final, je me demande avec quoi on se retrouve, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais après, comme on l'a dit, Netflix va vraiment rester sur l'aspect un peu plus sportif. Donc, comme tu l'as dit, ils l'ont fait avec Neymar, même s'ils montrent un peu les controverses, le fait qu'il aime sortir, qu'il se blesse tout le temps, qu'il boit de l'alcool, ou etc., qu'il va en soirée. Après, le fait, comme tu l'as mentionné, qu'il y a eu ça avec Anelka, il y a eu ça aussi avec Vinicius, il y a eu ça avec Neymar, il y a eu ça avec Figo aussi, l'affaire Figo en 2000. Mais l'affaire Figo, c'est pour le coup, il y a de l'investigation. Il se passe quelque chose. Oui, mais c'est Ronaldinho, Neymar, etc. Oui, non, franchement, après, c'est des Brésiliens, ça reste quand même des fêtards dans l'âme. Ça reste des footballeurs dans l'âme. C'est pas bien montré. Non, je suis d'accord avec toi. Mais après, je t'invite quand même à regarder pour que tu aies quand même le recul par rapport à ce documentaire. Mais ça reste quand même un programme sportif intéressant, notamment pour la génération, on va dire, 2000. Je compte pas la génération 80, 90, parce que je sais que vous avez plus de recul que moi par rapport à ça. Alors, on va rester du côté du Brésil pour les prochaines sorties, voilà, sur le sport sur les plateformes, puisque Netflix va proposer une série sur le 3e sac de champion du monde du Brésil en 1970. Ce sera le 29 mai. Le 3 juin, Paul de Saint-Cernin va animer un roast opposant les champions du monde 98 aux champions du monde 2018. Ça s'appellera Dans la sauce, pardon. M6 aussi diffusera une partie de la Coupe du Monde, mettra à disposition plusieurs documentaires sur sa plateforme M6+. Il y en a un sur le Brésil aussi, 1970, un sur la Coupe du Monde 86 de Diego Maradona, ce sera le 1er juin. Et là, c'est de la fiction, mais Apple TV va faire revenir l'entraîneur préféré des amateurs de séries, Ted Lasso, avec la saison 4 inédite qui démarrera le 5 août. Et il n'y a pas que du foot. La deuxième passion de Gaspard, le tennis. Le tennis. C'est bientôt l'heure de Roland Garros. Netflix, voilà, s'y met aussi puisque on va avoir droit à une série documentaire sur Rafael Nadal. Ça s'appelle Rafa et ce sera le 29 mai. Dans cette petite liste là, qu'est-ce qui vous hype le plus, Léo? Rafa, c'est sûr. Obligé. Alors Rafa, oui, mais est-ce que ça va être le même traitement justement que Ronaldinho, etc. C'est ça le risque. Bonne Est-ce qu'on va question. vraiment pouvoir aller un peu au-delà du cliché du mec, voilà, du mec hyper performant, de la bête de sport, tu vois? Est-ce que Rafa c'est quelqu'un avec suffisamment d'aspérité
pour que ça donne un documentaire intéressant? C'est ça la question. Oui, ça dépend ce qui sera dit. Après, quand tu regardes un documentaire sur Netflix, tu sais à peu près ce que tu vas regarder globalement. Sinon, Alors, tu vas sur. Ça tu- dépend. Je suis pas d'accord. Ouais. Je suis vraiment pas d'accord là-dessus. Alors, les documentaires produits par les joueurs eux-mêmes ou leur Oui. entourage, oui. Mais pour le reste, il y a la série L'envers du sport que je trouve sensationnelle. À chaque fois, je suis bluffé parce que j'apprends des choses, parce que ça me bouscule. Là, quand on me parle de portraits assez fous comme celui de Ronaldinho, et qu'au final, on se retrouve avec une publicité Lipton, bon, moyen. Mais pour le coup, Rafa, s'il parle de ses tocs et du fait que pendant jusqu'à 25 ans, il a dormi avec la lumière parce qu'il avait peur du noir, oui, là, je regarde, mais je suis pas sûr. Ok. Gaspard, dans la Bah, liste, c'est forcément, Rafa aussi. je vais dire Rafa Ouais. parce que c'est un de mes joueurs préférés. Forcément, en ayant fait 10 ans de tennis, tu grandis avec Djoko, Nadal et Federer, donc forcément, tu peux être que admiratif. Maintenant, je rejoins Thomas aussi sur l'aspect, et Marc aussi, sur l'aspect, est-ce qu'on va aller au-delà de l'aspect sportif et on va aller sur l'aspect plutôt humain, voir aussi son quotidien, sa vie après sa carrière, Ouais, après, ouais. ce qui revient sur le fait qu'il avait son problème au talon, ses problèmes de cheveux éventuellement. Ouais. Mais Non, voilà. c'est vrai, t'as raison. Non, mais voilà, tous ces Ouais. problèmes de santé au-delà de ça. Donc voilà. Mais sinon, Ronaldo, Brésil 1970, l'envers du sport, il l'évoquait. On va en avoir un avec Jamie Vardy. Donc Ouais. très hâte aussi. Je l'attends. Et voilà. Thomas, Marc, est-ce que vous attendez le plus là-dedans? Moi, tu l'as peut-être pas cité, je crois, mais il y a aussi un doc sur, je crois que c'est un envers du sport aussi, sur la finale 2005 de la Ligue des Champions. Donc la finale entre Liverpool et Milan, Ok. qui est une finale mythique par son scénario, on va dire. Donc là, c'est pareil, j'ai un peu envie de savoir s'il y aura un peu des coulisses de comment Liverpool, qui était mené pour l'histoire à 3-0 à la mi-temps, a réussi à remonter le match. Voilà, est-ce qu'on va savoir ce qu'ils sont dit dans les vestiaires? Est-ce qu'il va y avoir un peu aussi la vie des Milanais, comment les Milanais ont craqué? Enfin voilà, j'ai envie d'avoir le côté un peu dimension humaine de l'affaire. Il y a aussi, je crois, une fiction qui s'appelle Le Mondial de Martin, qui se passera encore sur la Coupe du Monde de Mexico. Il y a D'accord. beaucoup de On est choses très autour de la Coupe du là-dessus, Monde. Ouais. ouais. Bah, c'est une Coupe du Monde Tu un me peu l'as volé. mythique. Hein. Ah bah voilà. Bah, Thomas, je te passe la balle, du coup. Une fiction cette fois, du coup. Ouais, j'attends. C'est avec la star de Narcos Mexico, Ok. Pedro Luna. Diego si je- Luna. Diego Luna, Luna. pardon. Et ouais, j'attends ça, parce que ça a l'air vraiment pas mal. En tout cas, la bande-annonce donne envie. Il y a ce côté coulisses, etc., qu'on retrouve aussi dans le fameux doc du bus, pardon. Et enfin, j'ai entendu que tu parlais d'un doc sur Maradona, c'est ça? Oui, je crois que c'est Ouais, sur cool. Je vais être M6+. déçu, en fait. Voilà, Ouais. bah, Maradona, ça marche à chaque fois. Ok. Donc, voilà. Au contraire de Vinicius, Neymar. Et alors, vous avez évoqué la série doc L'envers du sport. Justement, il y a plein de documentaires sportifs qui sont sortis il y a déjà longtemps sur les plateformes. Vous allez prendre vos ardoises et me donner celui que vous conseillez à tous de regarder. C'est compliqué, ça. Il y en a beaucoup. Ah ouais, Hein. il y en a beaucoup trop. Et moi, je ne travaille pas pour cet épisode. Je vous laisse travailler. Allez, je vais mettre celui-là. Ça, j'ai pas d'inspire. S'il est plus sur les plateformes. C'est pas ouf. On peut faire une exception, Je mais crois- une non, mais exception, pas- mais. Ah, j'en ai pas un seul qui me vient. Après, ça peut aller au-delà du foot. Hein, parce Ah qu'il y oui, en oui, a- c'est- Ouais, je sais, mais je tout- cherche, là, j'en ai en basket aussi. Voilà, Mais- notamment Sur en le basket, tennis. je pense que. Basket, il n'y avait pas The Last Dance Ah sur oui, voilà. Netflix. Je l'ai pas mis, mais celui-là, il est quand même. Ouais. Celui-là, c'est quand même une référence. Léo hein. a du mal. Est-ce que Léo c'est- n'aime pas les devoirs. Est-ce que si c'est pas encore sorti, ça compte? On peut le mettre? Non, parce que c'est censé, on doit conseil. conseiller le conseiller. On doit en citer qu'un seul? On doit, c'est on doit dur. le conseiller. Mec, j'en ai pas. J'ai pas d'inspiration. Ou ça peut être une fiction qui parle de sport aussi. C'est forcément un envers du sport? Non, Non, pas- ah bah non. Ah non, Ah. de tout programme confondu. Tous les hein. programmes confondus, tu vois. Un Moi, j'avais doc compris- ou j'avais une série compris, doc hein. sur le sport. C'est vrai que Ah. sur le sport, ou du coup, t'as dit Ou- même fiction d'ailleurs. Oui, ou une fiction sur le sport. Si, Ah, vous voulez. bah, Si fiction, vraiment vous séchez en termes de... Mais ça peut Ouais, être- j'en ai un sympa. Bon, Allez, je Marc, Allez, c'était je toi le commence. premier à être prêt. Oui, parce que j'ai pensé là, en fait, alors j'ai choisi donc un doc qui s'appelle Sunderland. Je crois que c'est Sunderland envers et contre tous. Mm. En anglais, c'est Sunderland Till I Die. Donc c'est un doc sur Netflix qui est très intéressant parce que c'est un doc sur des losers. Là, on parle beaucoup de champions, on parle beaucoup de voilà, même de champions déchus, mais en tout cas des champions. Sunderland, c'est une équipe anglaise typique, c'est-à-dire en fait une équipe qui a pas forcément beaucoup de talent dans son équipe, mais qui a beaucoup de cœur. Mm. Et surtout, c'est une équipe qui est très, dont le public, on va dire, est très attaché à son équipe. Dans le nord de l'Angleterre. Exactement, dans le nord de l'Angleterre. Et du coup, il y a toute cette dimension dans le doc
où on les voit galérer. Il y a un joueur qui va même chez le psy, je crois qu'on voit ça, je me rappelle de cette séquence. Voilà, on voit vraiment tous les problèmes d'un club. Je crois qu'ils doivent être en championship peut-être à ce moment-là, donc en 2e division anglaise, voire en 3e division, je sais plus. Donc voilà, on voit, et pour le coup, c'est un peu Ted Lasso aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté, bah oui, en fait, tous les problèmes du quotidien des joueurs, c'est des êtres humains aussi, donc ils ont leurs failles, ils ont leur tout ça, et là pour le coup, c'est vrai. Et aussi, je trouve ça super parce que tu vois tout le staff, les gens qu'on voit pas dans les docs en fait, le staff, les entraîneurs, les coachs, etc. Enfin voilà, visage de l'ombre. Ouais. les visages de l'ombre, et surtout, ça donne vraiment envie de supporter cette équipe parce que tu as envie d'être avec eux, parce que c'est pas des gagnants, mais eux ils donnent tout, leur public ils sont à fond, que les matchs soient à 13h, à 20h, à 15h, qu'ils pleuvent, qu'ils ventent, enfin voilà, c'est vraiment le football anglais un peu dans son côté un peu iconique, on familial va dire, aussi. de stade rempli quoi qu'il arrive, et de gens qui sont comme ça à fond, et même un truc familial en fait, c'est-à-dire qu'en fait de la grand-mère au petit-fils, tout le monde va supporter Sunderland, quoi. Alors Thomas, est-ce que tu as pu trancher? Alors, j'ai tranché. J'ai mis ce fabuleux film qui s'appelle The Football Factory. Alors, je m'autorise un petit pas de côté parce que ça parle pas essentiellement de football, mais beaucoup de hooliganisme. C'est un film anglais. Alors, peut-être que vous vous souvenez du film avec Elijah Wood qui s'appelle Hooligans. Tout à fait. Bah là, c'est la version non censurée. En fait, c'est les vrais supporters de foot anglais à Londres, dans le Chelsea du début des années 2000, qui font absolument n'importe quoi. Il y a un effet papillon, une réaction en chaîne, donc on ne s'ennuie pas. Et on voit que le football est un fait social pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Le problème, c'est quand on regarde tout ça, c'est diablement divertissant. Léo, est-ce que tu nous as trouvé quelque chose? Moi, c'est mon plaisir coupable. Ah, dis pardon. donc. C'est le doc de Netflix sur David Beckham. Thomas, tu vas hurler, il n'y a pas de zone d'ombre sur David Beckham. C'est un documentaire Que tu à as regardé l'ode pour David Beckham. que j'ai regardé pour David Beckham. Et j'adore David Beckham, j'ai toujours aimé David Beckham. Nous, on a encore l'image de David Beckham en larmes, quittant la pelouse du Parc des Princes, un David Beckham vieillissant, qui avait plus grand-chose à apporter sur un terrain de foot. C'est quand même l'histoire d'un génie un peu incompris, David Beckham. On y apprend plein de choses sur lui. C'est tous les traitements difficiles. Je vous vois faire ces haussements de sourcils à côté. Mais Non, mais pas du Soyez tout. indulgent, il n'a pas eu le temps de préparer le coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur. C'est l'histoire d'un garçon à qui l'Angleterre n'a jamais rien pardonné. Des choses qu'on aurait pardonné à beaucoup plus d'autres Anglais ou à d'autres joueurs en général. C'est un joueur qui a reçu à l'époque des lettres au siège de Manchester United avec des balles. Donc c'était pas des menaces de mort sur les réseaux sociaux comme il peut y avoir aujourd'hui. C'est des choses beaucoup plus concrètes. C'est un amoureux incompris du foot pour moi, David Beckham. J'ai toujours beaucoup aimé David Beckham. On le voit maintenant comme un businessman, mais ça a été un très 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 bon joueur de foot à l'époque. Gaspard. Alors, moi, je pense que je vais me faire un peu engueuler parce que je vais dire un truc de petit. Disputé, tu veux dire. Disputé. Allez, je vais envoyer des mots juste. Moi, c'est la série documentaire sur Carlos Alcaraz sur Netflix. En 3 épisodes que Marc m'avait encore placé évidemment dessus. Toujours dans les bons coups, Gaspard. Alors, je l'explique pourquoi, en tant que joueur de tennis pendant très longtemps et que Carlos Alcaraz a juste 1 an de moins que moi. Donc, félicitations à lui déjà encore pour sa carrière. C'est une série documentaire qui plonge un peu dans les coulisses de sa vie, de son quotidien. Et j'ai trouvé ça super intéressant de montrer qu'un gamin aussi fort, aussi jeune, arrive à un statut de numéro 1 mondial avec des grands chelems, déjà super riche, qui a déjà tout ce qu'il veut pour lui, mais qu'il veut quand même se détacher un peu de ce côté athlète et quand même pouvoir profiter un peu de sa jeunesse parce qu'il ne veut pas non plus être à 100% consacré au sport. Donc je trouve que c'est un documentaire assez intéressant. On voit dans sa petite ville natale, on voit sa famille, son père, sa mère, ses amis, etc. Un peu ses activités du quotidien. Et je trouve que c'est super intéressant. Voilà. Et là, je voulais citer, parce qu'on a cité que des hommes, et je voulais citer un très beau documentaire sur une athlète qu'on connaît bien, qu'on adore en France, c'est Marie-Jo Pérec. Il y a un doc sur Canal, je me souviens d'il y a quelques années, qui était pas mal assez intéressant aussi, qui allait assez loin finalement dans la compréhension de cette athlète qui a été iconique vraiment dans les années 90. Ensuite, ça a été un peu plus compliqué, elle a eu une traversée du désert, etc. Et le doc était vraiment assez touchant et assez intéressant. Il y a des très beaux docs d'ailleurs. Peut-être d'ailleurs sur Canal, c'est peut-être plus des docs sur des sportifs, pas forcément des sportifs qui sont actuellement dans la lumière, mais parfois aussi des docs un peu de pas de côté,
qui peuvent être intéressants. Je crois qu'en sport mécanique aussi, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais. Je connais assez peu, mais Et on trouve Au top. quand même vraiment de tout. On peut Ouais. couvrir une variété de sports. Je pense qu'on en avait parlé ici au documentaire sur le patinage artistique aussi de Ouais. Netflix qui est sorti cette année. tout à fait. Voilà. Il y en a pour tout le monde. C'est une source inépuisable. Et on va faire un petit pas de côté pour finir, avant de passer à notre jeu L'appel à un ami. On a parlé tout à l'heure de Ted Lasso. Et on va dire un petit mot sur Rooster, qui est une autre série du même créateur, Bill Lawrence, qui vient de se terminer sur HBO Max. Alors, c'est une comédie portée par notamment Steve Carell, Phil Dunster de Ted Lasso également. On en a parlé rapidement, je crois, à sa sortie, mais voilà, ça vient de se terminer. Est-ce que c'est toujours aussi bien? Alors moi, oui, Bilan de la je saison l'ai une. fini hier soir avec le dernier épisode. Alors, il y a du sport, il y a du hockey quand même dans Ah oui, c'est vrai. Rooster, Ouais, donc c'est vrai. finalement, ça va. On n'est pas trop loin. Mhm. Oui, alors les derniers épisodes étaient peut-être un peu moins drôles. C'est-à-dire que la série, effectivement, glisse un peu vers quelque chose de plus mélancolique, mais aussi peut-être un peu moins bien écrit. C'est-à-dire que je trouvais vraiment les premiers épisodes super bien écrits, vraiment. Le dialogue était vraiment ciselé. Après, là, ça se relâche un peu plus et on voit un peu plus les coutures, on va dire, de la série, quoi. Mais les comédiens restent excellents. Et puis Steve Carell, voilà, on en a déjà parlé, hein, mais Steve Carell apporte vraiment une profondeur à son personnage extraordinaire. Il y a le personnage de son ex-femme aussi, qui est joué par Connie Britton, qui du coup revient dans les derniers épisodes. Voilà, je spoil pas, mais elle revient dans les derniers épisodes parce qu'elle prend un rôle le plus important en vue de la saison 2. Donc tout ça fait que c'est vraiment une excellente série. C'est une des très très bonnes surprises de cette année. Alors après, moi, j'ai pas terminé, mais j'en ai vu une bonne partie. Même si je reconnais ses qualités, j'ai eu du mal à accrocher quand même et à vraiment aller au bout. Okay. Je pense que je finirai, mais ouais, j'ai eu un peu de mal. Je trouvais ça assez inégal par moment. Tu crois que c'est les personnages qui te... Ouais, je sais pas. Il y a un truc qui m'a manqué pour vraiment m'accrocher et plus me lâcher, quoi. Allô. Allô? Allô. Allô. Et on va quitter le sport, mais pas la compétition, puisque c'est l'heure de jouer à l'appel à un ami. Il n'y a pas de bus pour vous cacher, désolé, donc tout le monde participe. Je vais vous proposer des titres alternatifs de programmes sortis récemment sur les plateformes qui m'ont été suggérés par l'intelligence artificielle. Donc, à partir du titre alternatif, vous allez devoir retrouver le programme dont on parle. Ok. Ok ? Ok. Allez, le premier, ça s'appelle « Le premier craquage ». LOL qui ressort. Oui. Ah, Un ouais. point pour Marc Bravo, d'entrée de Marc. jeu. C'était tellement simple en plus. Ouais, bah, Oui, parce que- mais c'est ça tu vas va voir, faire Gaspard, c'est Une toujours fois comme qu'il ça. le dit, J'ai marqué 0 points. Je suis allé trop loin. LOL qui ressort parce que la saison 6 vient de sortir sur Prime Video. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette saison 6 ? Alors, j'ai pas fini, parce que j'avais regardé que les 3 premiers épisodes en avant-première. C'était sympa, mais bon, comme on l'a dit, à force, ça tire un peu ça tire, quoi. Donc, c'est sympa, il y a toujours un beau casting, etc., mais rien de très surprenant, donc à force, on se lasse, entre guillemets. Et ça marche de faire des binômes comme ça ? En fait, on en avait parlé avec Ryan, c'est pas plus, comment dire, ça change pas beaucoup, parce que ça joue beaucoup en individuel, en fait. Ça joue très peu en équipe. Donc, ça change pas forcément Ça change pas grand-chose. grand-chose. Juste au niveau des cartons, quoi. De la lassitude aussi parmi vous ? Moi, j'ai arrêté depuis longtemps LOL Ouais. qui ressort, très honnêtement. Pas fan, je suis pas très drôle. Voilà. Ouais, Comme moi personne. moi Sauf aussi. que, sauf si. une blague, je sais pas si on peut la spoiler, mais il y a une blague absolument folle. On Voilà. peut parce que les épisodes sont sortis depuis Oui. Voilà, peu de à un temps. moment donné, avec une urne funéraire. Voilà. C'est le seul moment que j'ai trouvé très précieux, mais ça vaut le coup d'œil. Ah oui, de Jeremy Ferrari. Ah, Guillaume Batz. Et Guillaume Batz, ouais. Ok. Alors, deuxième programme, L'arme de paillettes. C'est beau ça. Peut-être pas très facile. C'est que des programmes sortis? Ça, s'il n'avait pas compris le jeu. Toute plateforme. Non, mais je sais pas, confondue. peut-être c'est des Non, choses qui c'est vrai, arrivent. c'est vrai. Non, Ah là, si, c'est plus attends. sorti. Bah Euphoria. Euphoria. Bah oui, les paillettes. Oh là là. Deuxième point pour Marc, Ah attention. oui, Thomas. Bah alors. Euphoria, Thomas. Wow, La saison 3 qui est en cours de diffusion sur HBO Max Je qui l'ai jamais fait vu. quand même pas mal parler. Il y a certaines scènes qui ont été pas mal critiquées. Ouais, qui fait beaucoup parler, mais moi j'adore. Plus ça dérange, plus ça me plaît. Voilà, je suis désolé, mais je suis comme ça. Plus je c'est ne trash. Voilà, et je ne changerai pas. Non, mais franchement, faut dire la vérité. Je trouve que c'est filmé avec maestria de bout en bout. On s'ennuie jamais. Alors oui, parfois c'est un peu hors propos, mais quand on regarde Euphoria, c'est ce qu'on aime, c'est ce décalage constant. C'est les travers du rêve américain qu'en prend vraiment plein le visage lors de cette saison. Et moi, je trouve que c'est très, très emballant. Peut-être même plus que tous les travers de l'adolescence qu'on a pu voir dans les 2 premières saisons.
Voilà. Alors certes, c'est une série pour les adultes, hein, c'est vraiment pas destiné Ouais. aux ados. Mais je le répète, là, ça vaut plus que le coup d'œil. Ok. Voilà. Parce que cette saison 3, on l'a quand même beaucoup attendue. Donc, on pouvait se dire aussi qu'il y avait un risque que finalement, on se dise tout ça pour ça, quoi. Ouais, mais c'est des personnages qui grandissent. Alors, ils grandissent de travers, mais c'est des personnages de fort. C'est pas cette à la nausée. Ils atterrissent sur OnlyFans, mais voilà. C'est ça. Après, moi, autant j'aime bien tout le côté western un peu de cette saison, voilà, et toute l'intrigue autour de Zendaya, autant moi l'intrigue autour de Sydney Sweeney, justement l'intrigue OnlyFans. Alors, on va attendre de voir la fin de la saison, on en est qu'à la moitié, mais moi, ça commence à tourner en rond, en fait. Hein. Je commence vraiment à trouver ça tout match. Mais c'est comme le football. Voilà, sujet de cet épisode, en grande partie, ça reste un fait social. Oui, c'est sûr. Voilà, j'ai les chiffres en tête, c'est quand même ahurissant. Ah oui. On parle de plus de 7 milliards de dollars en 2023. Attends, tu parles de de OnlyFans. De OnlyFans, ouais. Oui, mais est-ce que tu trouves que du Généré. coup, c'est vraiment, pour l'instant en tout cas, la façon dont il gère l'intrigue avec Sydney Sweeney, est-ce que tu trouves que c'est vraiment intéressant? Alors, c'est un peu burlesque, Ouais. même trop, mais ça me rappelle les mauvais Almodovar, donc je suis heureux. Voilà. Très bien. Prochain programme, le titre alternatif est Créance de sang. Qui est un vrai titre, je crois d'ailleurs pour le coup. Qui C'est est un vrai film, je crois. C'est possible. Ouais, Avec c'est Clint Eastwood, possible. il me semble. Créance de sang. Créance de sang. C'est que des séries ou ça peut être des films aussi? Ça peut être tout. Un film de Clint Eastwood, tout à fait. Série et film Ok. confondus. Créance de sang. Comme son titre alternatif l'indique, c'est de l'action. Qu'est-ce qu'il y a comme film d'action qui sont sortis récemment? Pas forcément un film. Ah oui, c'est vrai. Film, série ou film. Je crois que c'est toujours dans le top Netflix C'est dans actuellement. le top Netflix. Léo, toi qui regardes tous les jours le top. Toi, il Ah oui, connaît oui, bien alors le top là. Netflix. Ah, si je l'ai pas, c'est là, on entend. Créance de sang. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? C'est un remake, Merci. il me semble. Ah, mais je donne c'est beaucoup pas de- Cap-Fer? Quoi Cap-Fer? Ah, Cap-Fear? Cap Non. Faire. Cap-Fer. Je te moque pas de mon anglais. Non, c'est Laurent, pas, s'il te sur, plaît. c'est pas sur Ce Netflix. n'est pas Cap-Fear. celui-là. Ah, c'est sur Netflix, ah oui, c'est Bon, vrai. personne n'est là. Ah si, attends, oui, si, on en a parlé. Marc, qui veut son troisième point. Non, mais je viens de me rappeler. Man on Fire. C'est Man on Fire, série d'action effectivement à voir sur Netflix, qui est donc un Ah, mais oui, c'est le un remake de avec Denzel. Exactement. Ouais, bien sûr, mais j'aurais Alors, jamais trouvé. Ah ouais, non. Avec Créance de sang, j'aurais C'est jamais compliqué. trouvé. Ah ouais. Quelqu'un l'a vu ou pas? Pas encore. Non. Non, Ok, pas encore. bon. Je suis pas sûr de le regarder honnêtement. Moi, les séries d'action comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu à la chaîne sur les plateformes et que il y a plus trop de personnalité quoi sur ce genre de truc. Après, ça cartonne. Hein, vraiment, Ça je marche pensais pas que ça marcherait aussi Ouais. fort. Numéro 1 depuis sa sortie, donc. Allez, on change de registre avec le programme suivant. Titre alternatif, Le Protecteur. Alors, c'est pas Raymond Domenech, ça c'est sûr. Le Protecteur. Protecteur. On est loin du football. Non, celui-là, il est chaud, Non, mais j'avoue. ça peut être tout et Plein n'importe de quoi. choses, hein. Le protecteur. Bon, je le Ouais, donne tu peux le donner, là, directement. je pense. Ouais, Vas-y, je ça pense va. pas que vous le trouviez. Non. C'est La Maison aux Esprits, qui est une série de Ah Prime oui. Video Ah oui. adaptée d'un roman d'Isabelle Allende avec l'actrice Nicole Wallace. Tout à fait. Valeur montante de Prime Video, Nicole Wallace. Absolument. Voilà, Célèbre pour les films à contresens, tout notamment. à fait. Allez, le suivant, le titre alternatif va beaucoup vous plaire. Ça s'appelle Hors-jeu. On reste dans le thème. Ouais. Ah. Hors-jeu. Mais Mais ce du n'est coup, pas c'est une du fausse tout. piste, Voilà, c'est ça c'est une fausse Ouais, piste. c'est sûr. Voilà. C'est un hors-piste. C'est un piste. Allez, Léo. J'ai pas compris le jeu parce qu'il y a un dans ma tête. Est-ce que tu peux me dire si c'est une série ou un film déjà? Parce que C'est une série. c'est une série. Récemment sortie sur les plateformes. Mhm. Hors jeu. Sur une grosse plateforme. Grosse plateforme avec un N. avec un N rouge. avec un N rouge. Ah, moi, je regarde que MyCanal. Ah bah oui. Voilà, Canal. Arrête un peu. Série française. Ah, traqué? Non. Non. Non, c'est pas, de toute façon, c'est pas sur Le Netflix. hors-jeu, c'est sur ça la- aurait pu, mais non. sur la- Bandit. Non, pas Non. Bandit. Une Ils sont comédie en train de tous me Ah, laisser. recalé. Ah, recalée c'est un truc de Cominec. avec Absolument. Alexandre Kominek. Bon, Tu es ça presque, te Léo. donne pas un point pour autant, mais Oh, j'allais dire qui est Loup-garou. aussi toujours en haut du top 10 Netflix depuis sa sortie, effectivement, comédie française dans laquelle il incarne un prof. C'est ça. Enfin, non, Enfin, Un arnaqueur. Voilà. Qui est très très bon en maths. qui se fait passer pour un prof. Ouais. Alors moi j'ai vu que le premier épisode pour l'instant. Je suis resté calé au numéro 1. J'ai trouvé ça Recalé au niveau. recalé au numéro 1 exactement. J'ai trouvé ça rigolo mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 50 fois. Mm.
Après, je crois que les personnes qui ont continué ont trouvé ça plutôt pas mal. Mais moi, j'avoue, puis Comineck, je suis pas encore complètement. Je sais pas si vous aimez bien, mais moi, je suis pas complètement. Sympa. Ouais, voilà, sympa. Mais pas spécialement. C'est pas hilarant. extravagant. Ouais, moi j'ai vu les 2-3 premiers, je crois, j'ai abandonné, c'est gaguesque quoi. Il y a un moment, il y a une mine, il met un mec en fauteuil roulant sur la mine pour empêcher la mine d'exploser. Une mine dans Recalé. Il y a une mine sur une Je plage crois que ça fonctionne et pas. il demande à un enfant en fauteuil roulant de prendre son fauteuil et de le mettre sur la mine pour qu'elle n'explose pas. Bon, pourquoi pas. Ouais. C'est pas... Ça se regarde, mais non, c'est pas très très marrant. Alors, prochain programme, titre alternatif, Le Retour du Diable. Ah, le Diable, ça Le vient Diable Prada. Non, On est trop nuls. Bien essayé, mais. c'était bien essayé. C'est Le vrai. Retour du Diable. Ouais. Alors là, je pensais qu'il était obvious, mais... À Lucifer. Ah, Lucifer, ouais. Ah oui, non, bah oui. Non. Non. Ah, Un autre diable des plateformes de streaming. un autre. Ouais, j'allais dire Cap Fer, mais du coup, non. Ça, Toujours pas Cap Fer. Mais pourtant, il y a le Retour du Diable dedans. Ouais, c'est le bus avec Raymond Domenech. Un Bah, diable. voilà. Faut que tu t'approches de ton micro, je Pardon. pense. Un diable en costume. Non. Diable en costume. Non. Qui revient. La saison 2 de Daredevil, Born Ah, bah Again. oui. Ah oui, en costume. Non, mais, Ah non, ouais. mais ça va pas. Moi, je vois en Ouais, smoking. Daredevil, Born Non, Again. mais Donc, ça- la Là, les gens saison qui écoutent, ils vont se dire, mais ils sont Oui. nuls. Ah, ils sont mauvais. sont pas réveillés, dont la saison 2 vient de s'achever sur Disney+, et qui reviendra pour une saison 3 qui est déjà commandée et qui est en cours de tournage. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, pour l'instant, moi, je l'ai fini. Pour moi, c'est une saison 2 vraiment très réussie, très politique aussi, pour le coup. Voilà, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre le personnage du Kingpin, joué par Vincent D'Onofrio, avec voilà, un parallèle évident avec Trump, la task force aussi du maire qui fait penser forcément à l'ICE et tout ce qui se passe autour voilà, aux États-Unis en ce moment. Donc voilà, et un final vraiment assez bluffant qui relance clairement avec des rebondissements voilà, qu'on ne voyait pas forcément venir. Si, comme moi, vous n'avez pas forcément lu les comics avant. Et qui, du coup, ouvre sur une saison 3 qui, à mon avis, promet d'être assez intéressante. Et enfin, dernier programme, le titre alternatif. Allez, Gaspard, il te reste Ouais. une chance. Il faut au moins que j'en ai un, quoi. C'est peut-être ton truc. Orphelin de Lille. J'allais dire Lost, mais en 2010. C'est un peu Très trop récent, vieux, mais, ouais, c'est ouais. un peu trop vieux. Orphelin. Orphelin de Lille. Je crois que quelqu'un... Nous parlons bien de Lille, nous ne parlons pas de la ville. Non, du pas de la Nord, ville. d'accord. Un bandit. Bandit. Ah bah oui, Ah. Bah oui. Heureusement, merci, il y a un point pour Thomas quand même. Mais c'est lui qui l'a géré en plus, Oui, en c'est toi qui plus. en a. Ouais, ouais. La série Bandit, donc la série française d'Éric Rochant et sa fille, qui est sur Netflix, qui a été tournée en Martinique. Malheureusement, on vient d'apprendre qu'il n'y aura pas de saison 2, contrairement à ce qu'espéraient les créateurs, Exactement. Thomas, je crois. Exactement. Ils étaient vraiment partis pour, si possible, installer la série en Martinique. Pour le coup, ça offre vraiment de nouveaux paysages, de nouvelles histoires, etc. Parce que c'est ce qu'ils ont vraiment voulu faire. Ils ont voulu faire une série avec l'île et pas juste une série en Martinique. Donc, il y a tout un propos qui est assez différent, même si ça reste une série policière, entre guillemets, classique, hein, avec des dealers, des méchants, etc., qui s'affrontent. Mais il y avait une petite histoire familiale à suivre, etc. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de saison 2. Voilà, moi, j'ai apprécié vraiment, on va dire, une nouveauté rafraîchissante. Ok. J'étais étonné d'ailleurs parce que la série a plutôt bien marché, j'ai l'impression, sur Netflix. En tout cas, elle était dans le top. Après, on n'a pas les. Après, les critères sont... Voilà. ouais. Alors, est-ce que c'est une sorte de coup, peut-être que. Alors, il y a deux arguments avancés par Netflix, c'est le coût et le temps de visionnage. Ouais. Ah oui. Mhm. Ok. Et le Ballon d'Or revient donc à Marc Arlin. Bravo. Merci. Bravo. Félicitations, Marc. Je remercie Mérité. toute mon équipe. Et les coachs, évidemment. Et les sélectionneurs. Et les sélectionneurs. Bien sûr. J'ai plusieurs sorties en projet. Quelle sortie? Et on va conclure comme chaque mois par un petit tour d'horizon sur les prochaines sorties à venir sur les plateformes de streaming. Alors vous pouvez préparer vos ardoises parce que vous allez me dire ce qui vous tente le plus parmi la liste suivante. Nous avons le film Jack Ryan de Tom Clancy, Guerre fantôme. Ce sera le 20 mai sur Prime Video.
La série documentaire Kylie, bien sûr, qui parle de Kylie Minogue. Je vois Gaspard déjà. Le prendre, 20 mai sur Netflix. Ah, c'est pas Kylie Jenner? Bon. Non. Non, c'est Ah, pas la même Non, c'est Kylie. pas la même génération. Je sais pas si tu la connais, celle-là, ça s'appelle Kylie Minogue. Non, ça me dit rien. J'ai voilà. un doute. Vanished, un thriller avec Kelly Coco, Sam Claflin et Karine Viard, qui a été tourné en France et qui sera à voir sur HBO Max à partir du 21 mai. Nous avons également Ladies First, un film de Netflix le 22 mai avec Sacha Baron Cohen et Rosamund Pike. Spider Noir, une série de Prime Video avec Nicolas Cage le 27 mai. Ponies, une série avec Emilia Clarke et Nathalie, je crois. Natalia. Non, je me sais plus. Sur HBO Max le Qu'elle nous 28 pardonne. mai. Sa Majesté des Mouches, une série britannique adaptée du livre de William Golding sur Canal+ à partir du 1er juin. Office Romance, une comédie romantique avec Jennifer Lopez et Brett Goldstein de Ted Lasso. Je crois que c'est le deuxième choix de Gaspard. Voilà, à voir sur Netflix le 5 juin. Ah, le choix de Gaspard. Cap Fair, que on pourra aussi appeler Cape Fear, sur Apple TV avec Javier Bardem et Amy Adams le 5 juin. Et enfin, Une famille de bâtards, le nouveau film de Mourad Winter, à qui on doit L'amour c'est surcoté, avec au casting Hakim Jemili, Benjamin Tranier, Laura Felpin, Florence Foresti, Can Merad. Ce sera le 12 juin sur Prime Video. Voilà, Eh la bien. liste était un petit peu longue comme d'habitude. Est-ce que tu peux nous la refaire juste vite fait Bien sans, sûr, bien sans les sûr. détails? Jack Ryan, Kylie, Vanished, Ladies First, Spider Noir, Ponies, Sa Majesté des Mouches, Office Romance, Cape Fear, pardon Gaspard, Thank you. et Une famille de bâtards. Voilà. Alors. Léo, t'as écrit? Ouais, c'est bon? J'écris. Ok, tout le monde a fait son choix. Hop, c'est Il n'y a pas d'inspi. Allez Léo, vas-y. Moi, j'ai choisi Une famille de bâtards. Déjà parce que le titre me fait penser à la mienne. J'espère qu'elle écoutera pas ce podcast. Mon J'espère Dieu. qu'elle écoute. Non, je rigolais. Non, mais le reste m'a pas beaucoup inspiré. Ok. J'adore les comédies françaises. C'est un peu mon péché inavoué. Enfin, j'ai plein de péchés inavoués, mais les comédies françaises en font partie. J'ai adoré L'amour c'est surcoté. J'y suis allé à reculons à la base. L'amour c'est surcoté, j'ai beaucoup aimé. Donc j'en attends beaucoup. Tu m'as donné envie de regarder. Je vais retourner à mon bureau et regarder un peu plus en détail ce que c'est. Très bien. Il y a ton ami Alexandre Kominek d'ailleurs aussi dedans. C'est vrai, tout à fait. Ah mince, bah là il va du coup, il meurt. Gaspard, allez, vas-y. Alors, étonnamment, Cap Fer. C'est pas le Cap Ferré, on est d'accord. Voilà. Et c'est pas le Cap Vert non plus. hein. Non plus. Et parce que j'ai déjà vu les 3 premiers épisodes en avant-première. Mhm. Et j'ai trouvé ça sympa et j'adore Javier Bardem. Donc voilà. Et sinon, après, j'ai mis Spider Noir. Parce que c'est Nicolas Cage et que j'adore sa prestation dans Lord of War. C'est un film que j'adore et donc rien que pour ça, je vais regarder. Voilà. Pas très objectif, pas très détaillé, mais voilà, on va dire que la liste n'est pas très convaincante, mais Bah, il y avait du choix quand Ouais, même. quand même. Mais c'est vrai Bon. que là c'est deux acteurs, Javier Bardem et Nicolas Bah Cage. oui. Voilà. Ouais, deux pointures. C'est sûr. c'est ça. Thomas. J'ai aussi mis Spider Noir parce que mon père est le sosie non officiel de Nicolas Cage. Ah bah, du coup, maintenant, on a envie de le rencontrer. Voilà. Tu nous l'amènes en guest Et, la prochaine fois. Non, mais en plus de ça, je suis fan de l'univers dérivé de Spider-Man. J'avais beaucoup aimé les animés. Donc là, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. C'est une Et série un peu particulière parce qu'en plus c'est couleur ou noir et blanc. En fait, la série sera. Ouais, ça me Présenté rappelle sous deux formats. un peu Sin City que j'avais adoré D'accord. aussi. Ah Donc, ouais. on reste dans cet univers-là. Rien que Bruce Willis, là. Et Marc. Et de mon côté, j'ai choisi du coup Sa Majesté des Mouches, Lord of the Flies, parce que déjà j'aime beaucoup le bouquin, pardon, et aussi je suis assez étonné que cette adaptation arrive. Donc elle devait arriver peut-être sur Netflix au début. En tout cas, on avait cette info-là. Finalement, elle arrivera Alors, c'était sur sur Canal. Netflix. Alors, du coup, elle est sur Netflix aux États-Unis. Aux je États-Unis, crois. oui, c'est ça. Voilà. Et étonnamment, elle arrive sur Canal+. Mm. Donc en général, quand ça arrive sur Netflix aux États-Unis, ça arrive sur Netflix partout ailleurs. Mais en fait, c'est pas une création Netflix. Je crois que c'est une copro. Enfin, c'est un truc de la BBC. il me semble. C'est ça. Ok. Ouais. Donc du coup, je suis toujours curieux de voir cette histoire. J'espère qu'ils l'auront un peu modernisée parce qu'en fait, c'est une histoire qu'on a beaucoup lue, vue. Voilà, donc j'espère qu'il y aura une dimension un peu moderne, un peu intéressante. Et j'aurais pu quand même mettre aussi le doc sur Kylie parce que moi, je suis vieux, donc Kylie Minogue, je sais très bien qui c'est. Non mais, Non mais Je connais pas. tu Ah, on est d'accord. t'étais sérieux?
Ah, je sais pas qui c'est. Ah non, il était sérieux, ouais. Ok. Kylie Minogue. T'as Mais- déjà- Kylie Minogue. T'as déjà entendu les titres, c'est Mais c'est oui. une Mais certitude. vous avez des films avec elle un peu C'est une marquants chanteuse. Ah, c'est une chanteuse. Elle a en fait- fait. Enfin, oui, Elle a fait Street des- Fighter, mais Ouais. je te le recommande pas. Mm. Non, mais du coup, c'est une diva pop des années 80-90 qui a eu Ouais. une longue traversée du désert, puis un espèce de retour dans les années 2000. À voir, c'est pareil. Hein, en fait, qu'est-ce qu'elle va raconter dans le doc? Est-ce que ça va être juste pour dire, voilà, j'ai galéré, je suis revenu au top, etc. Et ça sera pas très intéressant. Mais si elle livre un peu de sa personnalité, de sa famille, etc., pourquoi pas? Donc voilà. Et moi, comme Gaspard, parce que de toute façon, même avis que Gaspard à chaque fois, je vais choisir Cap Fer. Ah, merci Laurence. Merci beaucoup. Pour le casting, forcément. Et puis aussi Ponies, la série, également pour le casting, parce que j'adore l'actrice Emilia Clarke, voilà, qui, je trouve, depuis Game of Thrones, fait des choix assez variés dans ce qu'elle fait. Donc, et il y a des bonnes critiques, je crois, voilà, à l'étranger. Donc, très envie de voir Ponies. Et ce n'est pas fini. Puisque dans Super Stream, on garde toujours un œil sur l'actualité, les annonces, sur les prochains programmes sur les plateformes. Alors, il y a la saison 2 de Berlin, le spin-off de La Casa de Papel qui sort là, qui sort dans quelques jours sur Netflix. Ça s'appelle Berlin, la dame à l'hermine. L'acteur Pedro Alonso, qui incarne Berlin, a annoncé que ce serait la dernière saison de la série parce qu'il voulait arrêter. Cependant, on ne s'y attendait pas. Netflix a mis en ligne une vidéo ce week-end pour annoncer que la saga La Casa de Papel continuait. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment, sous quelle forme, est-ce que c'est un spin-off sur un nouveau personnage, etc. Mais c'est la question de la fin de Super Stream. Est-ce que c'est une bonne idée de faire encore une suite à La Casa de Papel? Moi, je dirais non. Je suis très fier de mes origines, mais pas en ce qui concerne les séries. Oh, il y a des bonnes séries espagnoles quand Oui, même. il y a des bonnes séries Oui, espagnoles. non, il y en a des très bonnes, mais pas les plus connues. C'est Ok. vrai, ça c'est vrai. On fera un épisode là-dessus un jour. Avec plaisir. Non, je suis d'accord avec Marc. Ok. Alors, ça, si c'est bien tourné, pourquoi pas. Mais c'est vrai que les dernières saisons ont tourné un peu en rond Mm. de La Casa de Papel. Après, si c'est un spin-off sur un autre personnage très intéressant, pourquoi pas. Moi, sur Berlin, je l'attends beaucoup la saison 2 parce que j'avais beaucoup aimé la saison 1. Et après, pour un retour, est-ce que ça va être encore un truc de braquage avec toute une nouvelle équipe, etc. Ça, non, ça n'a pas Ouais. d'intérêt. Mais si c'est un spin-off, moi, par exemple, sur Le Professeur, ça, par exemple, je dis pas non. Alors moi, j'avoue... Je Vas-y, pense pas Marc. que ce sera un spin-off. Moi, je pense Non. que ça va être Une comme tu suite. dis, une nouvelle équipe ou un nouveau, tu vois, un espèce de Casa de Papel suite, mais pas la suite parce qu'on peut pas reprendre les mêmes acteurs. Mhm. Donc, Alors moi, je suis assez d'accord avec Gaspard. Le personnage que j'ai adoré, que je préférais dans la série, c'était le professeur. Donc si on faisait une nouvelle histoire autour, peut-être un préquel, un séquel, j'en sais rien sur le professeur, ça m'intéresserait. Le créateur, Alex Pigna, s'est exprimé justement après cette annonce. Il n'a pas du tout donné de détails pour l'instant. Par contre, il y a le quotidien espagnol El País qui a révélé que, d'après leurs sources, il y aurait une fiction de 4 épisodes centrée sur le colonel Luis Tamayo, qui sera en cours de tournage à Vancouver. Tamayo, c'était un personnage effectivement de colonel qui était chargé de résoudre l'affaire du braquage à partir de la saison 3 de La Casa de Papel. Donc pour l'instant, ça n'a pas du tout été confirmé, c'est juste les infos d'El País. Moi, par contre, si c'est ça, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Pas trop Parce d'intérêt, que- même si le colonel, c'était un personnage assez intéressant, il arrive tard, Je trouve- il est enfin, pas plus marquant que ça. C'est un personnage antipathique, Ouais. on s'y attache pas. Enfin, Non. je vois Oui, pas t'as pas trop envie d'en l'intérêt. savoir beaucoup plus Non, sur c'est ça. lui. Hein. Ouais. Après, je pense que aussi, là, Netflix, ils veulent relancer un peu le buzz de cette série, Mm. ce qui a pas trop d'intérêt, Ouais. vu qu'elle a eu son buzz dans les années. Je crois que la première saison, c'est sorti quoi, 2016, 2017? ouais, Ouais. c'est comme ça. Ouais, il y a quelques années déjà. Mm. ouais. Ouais, donc voilà, donc on sait qu'à partir de la saison 3, quand ça commence à aller à la banque, ça commence à tirer Ouais. un peu. Ça commence à tirer, donc ça va plus trop d'intérêt. Donc maintenant, si tu me fais un spin-off sur un personnage qui a aucun intérêt, Ouais, c'est bah, ça. la série n'aura aucun intérêt. Ouais. Après, est-ce que ça rejoint pas le débat qu'on a déjà eu ici sur les grosses séries, les grosses franchises Netflix qui sont un peu mortes? C'est-à-dire qu'en gros, il y a plus Squid Game, il y a plus Stranger, enfin Squid Oui, Game, il va y c'est avoir ça, un ils remake, mais cherchent, il y a plus Stranger Things, etc. Mhm. Donc ils cherchent à relancer. Parce que là, actuellement, il n'y a pas de grosses séries à il leur mercredi. reste mais- reste mercredi. Voilà, ouais. c'est mercredi, c'est un peu la Mhm. seule Mais c'est qui soit vraiment un espèce de phénomène global, massif, quoi. c'est moins adulte que Ouais. l'été Stranger Things, La Casa de Papel Ou Squid Game, ouais. ou Squid Game. Clairement.
Eh bien, merci à tous. C'est la fin de cet épisode de Superstream consacré en bonne partie aux documentaires de sport, mais pas que. On a pu parler de beaucoup de choses. Attention, parce que je risque de m'habituer à ce nouveau format, ce spin-off, Laurence et les garçons, ça me plaît bien. Mais du coup, je vais devoir faire appel à vous pour parler de Bridgerton, Outlander, Virgin River, pour rester dans le cliché. Un grand merci à Marc, Gaspard, Thomas et Léo pour avoir joué le jeu, ne pas avoir claqué la porte de ce studio comme l'équipe de France a refusé de descendre du bus. Et merci aussi bien sûr à vous, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Superstream.